Bon, bonjour à tous. Du coup, on va pouvoir commencer cette session paramédicale sur l'accueil des familles. Donc, mon nom, c'est Auguste Dargent, je suis médecin à Lyon. Je co-modère aujourd'hui avec Marie Clavier, c'est ça, de Mâcon. Et donc, on va avoir deux belles présentations ce matin et puis beaucoup de temps pour discuter aussi de cette thématique importante de l'accueil des familles. Et donc, on va commencer avec la première intervention. Je laisse peut-être Marie présenter. Voilà, donc la première présentation, Jean-Marie Fayard, qui est donc de Mâcon aussi, qui va vous présenter tout un travail qu'on a fait pour essayer d'améliorer l'accueil des familles, parce qu'on sait comme c'est important pour leur vécu. Il y a beaucoup d'éléments qui nous disent que de bien accueillir les familles, ça aide à leur vécu de la réanimation. Donc on a fait un groupe de travail les dernières années sur Mâcon, avec tout un tas d'éléments qui va vous présenter, et en particulier un film pour accueillir les familles qui présentent le service. Et donc, c'est ça aussi qui va vous présenter. Voilà. À toi, Jean-Marie. Merci. Bonjour tout le monde, je suis ravi d'être là. Merci au CREF de nous avoir invités. Merci Marie d'avoir proposé ce sujet aussi pour le CREF. Donc effectivement, on va faire un sujet sur l'accueil des familles. Donc moi, je suis infirmier au centre hospitalier de Mâcon, en réanimation polyvalente. Mâcon, il se situe, pour ceux qui ne savent pas, à 60 km d'ici, donc on est assez proche, on est voisins avec Chalon, on a une réanimation qui a 14 lits. Je n'ai pas de conflit d'intérêt sur ce sujet. Donc la présentation, un petit plan pour voir un petit peu tout le déroulé. Donc déjà présenter ce groupe de travail, il a été lancé il y a quelques années en arrière, il a été lancé sous l'impulsion du docteur Cueil et de la cadre de santé de l'époque, Sophie Mazuir. Pourquoi il avait été lancé? Il faisait suite à deux groupes de travail qui avaient été faits précédemment sur l'accueil des enfants et l'accueil des ados en réanimation. Donc une fois qu'on a développé ces sujets-là, il y avait des choses à mettre en place aussi dans le service pour l'accueil des proches en réanimation. Bien sûr, ce groupe de travail, il y a énormément de gens qui y ont participé. L'équipe de réanimation a grandement participé au développement et à faciliter la mise en place de ce projet au sein du service. C'est sûr que ce type de projet, il faut une adhésion complète de l'équipe. Et c'est le meilleur moyen c'est de les intégrer à la mise en place pour que ça se développe dans les meilleures conditions. L'objectif principal était améliorer l'accueil des familles. Bien sûr, il y a le centre hospitalier de Mâcon qui nous a pas mal aidé aussi. Le service de communication qui a été pas mal présent, qui nous a permis de mettre en avant le livret de famille, également d'avoir un financement pour la mise en place de la vidéo qu'on verra tout à l'heure. Un financement aussi pour pouvoir la diffuser au sein de l'hôpital, notamment en réanimation. Les objectifs du groupe de travail, faciliter les interactions, la communication avec les proches, des patients hospitalisés dans un service qui est aussi particulier que la réanimation. On sait toutes les difficultés qu'il peut y avoir, tout le stress qui est engendré par une hospitalisation en réanimation. On leur demande des fois de patienter longtemps sans savoir vraiment ce qui se passe. Donc c'est vrai que les accueillir dans les meilleures conditions peut permettre de diminuer ce stress et ça améliore drastiquement leur accueil. Donc la première chose qu'on a faite dans ce groupe, c'est un peu pour ça qu'il avait été mis en place, c'est qu'avant, comme dans beaucoup de services il y a quelques années en arrière, on n'avait pas d'ouverture 24/24, donc l'objectif principal c'était vraiment d'ouvrir 24 heures sur 24 la réanimation aux familles, aux proches, pour qu'ils puissent être présents un petit peu à n'importe quel moment et surtout en fonction de leurs contraintes. C'est une chose qui n'a pas été évidente à mettre en place parce qu'il y avait beaucoup de réticence un petit peu des soignants. La peur d'être envahi par les familles, la peur d'avoir des familles vraiment toute la nuit, de ne pas pouvoir faire les soins correctement, entre guillemets. Et puis au final, on a fait une audit, on a répondu à toutes les interrogations, on a mis en place, et au final, ça s'est très bien déroulé, tout le monde s'y retrouve à peu près. Pour bien valider tout ça, il faudrait qu'on refasse une audit pour avoir un petit peu de recul et voir un petit peu les choses qui seraient améliorées. Mais c'est sûr que l'ouverture 24/24 pour les proches a été vraiment très intéressant. Et au final, ça permet d'ouvrir beaucoup de discussions, d'avoir une éducation aussi auprès d'eux sur les visites, sur prendre soin d'eux, prendre soin du patient. Donc ça les intègre aussi pas mal dans les soins. Donc c'est quelque chose de très intéressant.
Ensuite, il y a eu des choses beaucoup plus simples et qui paraissent évidentes, c'est de mettre en place un livret d'accueil, par exemple, qui est vraiment adapté et centré sur la réanimation, où ça présente l'équipe paramédicale, l'équipe médicale, ça présente les psychologues, l'ergothérapeute, kiné, ça fait un petit peu le tour de tout le monde, ça explique le fonctionnement du service aussi, un fonctionnement qui est très particulier. Il y a tous les numéros et toutes les informations qui pourraient, tout le questionnement qui pourrait se poser, eh ben, ils peuvent retrouver les réponses dans le livret d'accueil. Je remets en avant aussi le travail qui avait été fait en amont, le livret d'accueil pour les enfants et un livret d'accueil pour les ados, parce que pareil, il faut être présent pour accueillir les mineurs de moins de 18 ans qui puissent avoir accès aux proches dans les meilleures conditions. Bien sûr, il faut un cadre. On se sert du livret d'accueil comme un appui auprès des enfants. On a une salle dédiée à l'accueil où il y a une petite table pour les enfants, de quoi dessiner, d'avoir des médiations. Et ça permet aussi, avec la psychologue, le médecin et un paramédical, d'accueillir l'enfant dans les meilleures conditions. Et ça sera le sujet de ma collègue par la suite. Des choses beaucoup plus simples aussi, c'est plus du technique. Nous, au centre hospitalier de Mâcon, la réanimation a une entrée qui est vraiment séparée de l'entrée principale. Du coup, il n'y a vraiment rien pour les familles. Donc la salle d'attente est dédiée qu'à la réanimation. Et il y avait tout ce qui est point d'eau et nourriture, boissons fraîches, il n'y avait rien du tout. Du coup, on a commencé à mettre des choses en place. On a eu l'opportunité aussi, grâce à l'association Aller la vie, d'acquérir un transat qui permet aux familles, qu'on peut installer auprès des patients et qui permet aux familles de rester auprès de leurs proches, même pendant les nuits, dans les meilleures conditions, enfin les meilleures, dans des conditions confortables, on va dire. On a remis en place, pareil, un projet qui avait été mis en place des années auparavant, mais qui s'était perdu aussi en partie à cause du Covid, le journal de bord. Bon, on en a parlé déjà hier à 2 reprises avec des intervenants. L'utilité du journal de bord, c'est essentiellement aux patients Il y a des patients qui voudront l'avoir par la suite, d'autres qui ne voudront pas, mais le but, c'était vraiment qu'il soit mis en place dans un premier temps. On a les mêmes difficultés que dans beaucoup de services sur la mise en place du journal de bord, mais on essaye tout le temps de le remettre en place. Donc on l'avait réactualisé, puis on essaye de le remettre en place le plus souvent possible. On a fait un questionnaire d'évaluation aussi pour les proches, afin de savoir un petit peu comment s'était passé leur accueil, ce qui avait amélioré. On a de très bons retours sur ce questionnaire qui permettent de faire avancer 2-3 choses. Dans la globalité, il y a quelque chose qu'on met très en avant, qui est fait en systématique sur l'hôpital de Mâcon, c'est le premier entretien. Quand un patient arrive en réanimation, les proches ou la famille qui sont présentes seront vus systématiquement par le médecin et un paramédical, et toute la prise en charge sera reprise avec lui. On reprendra l'histoire de la maladie, on reprendra où on en est aujourd'hui, et c'est un entretien qui est des fois difficile, mais qui est toujours très bien reçu à distance par les familles. Ça leur permet vraiment de prendre conscience de l'état du patient, et de la situation, et c'est quelque chose sur lequel on a de très bons retours. Et c'est grâce notamment aux médecins qui réalisent de très bons entretiens. Enfin, on arrive surtout au film de présentation, la chose principale. C'est quelque chose qu'on a mis en place, qu'on essaye de mettre en place depuis 2 ans et demi. On a dû faire tout un scénario, trouver les financements. Le but de ce film, c'était de faire vraiment une présentation du service de réanimation de Mâcon, à destination des familles, qu'ils puissent voir le fonctionnement de la réanimation, qu'ils puissent avoir des images pour dédramatiser un petit peu la situation. C'est un film qui reprend un petit peu tout ce qu'il y a d'inscrit dans le journal de bord. Et puis voilà, je vous laisse le visionnage et puis on en débattra après. Votre proche vient d'être admis dans le service de réanimation. C'est une épreuve difficile, source de stress. Cette vidéo vous explique le fonctionnement du service, les techniques de soins mises en œuvre, le rôle de chacun. À l'entrée du service, un interphone permet de signaler votre présence à l'équipe soignante.
L'unité de réanimation se compose de 14 lits répartis en 2 secteurs symétriques, réanimation 1 et réanimation 2, avec 2 équipes soignantes distinctes. En fonction de l'activité, l'attente peut être plus ou moins longue. En réanimation, certaines situations exigent une réaction rapide de la part de l'équipe afin de répondre au mieux aux urgences et aux besoins des patients. Lors de votre première visite, un membre de l'équipe viendra vous accueillir. Un entretien d'accueil aura lieu lors de cette première visite avec l'équipe soignante et un médecin. De nombreuses informations pratiques vous seront expliquées et remises sous forme d'un feuillet. Ce premier échange sera suivi d'autres entretiens si nécessaire. L'équipe est consciente du rôle que vous tenez auprès de votre proche. C'est pourquoi les présences sont autorisées 24 heures sur 24. Cela ne veut pas dire que vous devez être présent 24 heures sur 24. Votre proche et vous devez vous reposer. Les présences sont limitées à 2 personnes à la fois et 4 maximum par jour. L'équipe soignante se réserve le droit d'adapter le nombre et les horaires de présence en fonction de l'état de santé de votre proche et des soins. Durant les visites, veuillez respecter le calme propice au repos de tous les patients, que ce soit dans les couloirs ou en salle d'attente. La visite des enfants est autorisée et encadrée au sein du service. Veuillez nous en informer afin de l'organiser au mieux et de préserver leur sensibilité. Pour les visites suivantes, veuillez vous annoncer à l'interphone et suivre les consignes données par l'équipe soignante. Respectez les consignes d'hygiène suivantes avant d'entrer dans les chambres et après en être sorti. Elles vous seront rappelées sur le portant à l'entrée du service et pourront être adaptées. Après toutes ces étapes, vous pouvez accéder aux chambres par la galerie. L'état de santé de votre proche nécessite de nombreux dispositifs médicaux présents en chambre qui peuvent être parfois impressionnants. Le scope permet aux soignants de surveiller en chambre et à distance le cœur, la tension et la respiration de votre proche. Le patient peut avoir besoin d'une aide respiratoire, soit à l'aide d'un masque VNI, soit avec une sonde d'intubation reliée à un respirateur. De nombreux médicaments sont administrés par voie intraveineuse à l'aide de différents cathéters. Certains de ces traitements nécessitent une administration en continu via un pousse-seringue électrique. D'autres appareils médicaux peuvent suppléer à la défaillance d'organes, comme une dialyse. Tous ces dispositifs peuvent engendrer différentes alarmes, qui sont reportées sur une unité centrale au centre du service, permettant une surveillance en continu du patient. L'hospitalisation, la pathologie, les médicaments utilisés en réanimation peuvent induire une agitation, une désorientation de la part de votre proche. Pour le mettre en sécurité, nous avons parfois recours à des moyens de contention, barrières, attache-mains. Si la communication est altérée, différents supports peuvent être utilisés pour la favoriser, comme une ardoise, l'alphabet code Vigan, les pictogrammes. Un soin particulier est apporté à la prise en charge de la douleur de votre proche afin de mettre en place les meilleures thérapeutiques. N'hésitez pas à solliciter les équipes. Le journal de bord est disponible en chambre et permettra à votre proche de se réapproprier son passage en réanimation. L'équipe médicale est présente 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il y a 2 équipes distinctes sur 24 heures, infirmiers et aides-soignants. L'équipe de jour et l'équipe de nuit travaillent en 12 heures. La journée est rythmée par des tours de surveillance,
des soins d'hygiène, d'entretien des locaux, des examens biologiques et médicaux qui chaque jour guident notre prise en charge. Des intervenants extérieurs comme des kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychologues, autres médecins spécialistes interviennent. La priorité restera toujours le soin, la sécurité et le bien-être du patient. Il se peut donc que nous vous demandions de sortir de la chambre régulièrement. Vous pouvez être acteur de certains soins avec la supervision quotidienne de l'infirmier et de l'aide-soignant. Vous pouvez apporter des affaires personnelles de toilette et personnaliser la chambre avec des photos ou des dessins. Les informations médicales sont données au patient en priorité. S'il n'est pas en capacité, ces informations seront données à la personne de confiance désignée en début d'hospitalisation par le patient. S'il n'en a pas désigné, il faudra que les proches choisissent une personne référente. Les informations seront données uniquement à ce proche qui se chargera de communiquer avec l'entourage du patient. L'équipe soignante reste joignable 24 heures sur 24. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez contacter la psychologue du service au 03 85 27 56 38. La relation entre proches et soignants est primordiale. C'est pourquoi nous avons mis en place un questionnaire disponible dans la salle d'attente que nous vous invitons à remplir afin d'évaluer et d'améliorer votre accueil dans le service. Le personnel médical et paramédical est là pour répondre à vos questions. Les soins et la prise en charge des patients restant notre priorité. Merci. Du coup, c'est pas terrible de se voir en grand. Cette vidéo, elle est diffusée, je ne vais peut-être pas trop préciser, mais on a une télé qui est posée en salle d'attente quand on arrive en réanimation. Elle est diffusée sans son, histoire de ne pas avoir la gêne du bruit toute la journée. Il y a plusieurs choses qui diffusent sur... Il n'y a pas que le film qui tourne en continu, il y a plusieurs messages de prévention sur le don d'organes également. C'est vraiment une vidéo qui a été faite. On n'a pas trop de recul encore sur la vidéo, ça fait qu'un mois qu'elle est mise en place. C'est un projet de 2 ans qui a été très long à aboutir. Mais on n'a pas encore le recul sur ce que ça va créer auprès des familles, des proches. Nous, on espère que ça va créer surtout de l'échange sur les différentes choses qu'on aborde, sur tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui. On verra après dans le futur si les effets positifs ou non de la vidéo. Et puis pour finir, il y aura les projets futurs du groupe qui seront la mise en place de boissons chaudes, l'investissement d'un 2e transat à l'intention des proches qu'une famille voudrait nous financer, le réaménagement aussi de la salle d'accueil des familles, plein de projets qui se feront autour des retours de questionnaires. On aimerait peut-être aussi refaire un audit sur l'ouverture 24-24 parce que comme vous l'avez vu, nous, on n'est pas ouvert 24 heures sur 24 mais on n'a pas une ouverture, on limite quand même le nombre de visites par jour actuellement. Donc à voir peut-être dans le futur si on fait évoluer tout ça. Et puis voilà, je vous remercie de votre attention. Merci de ta présentation, Jean-Marie. Oui, juste quelques précisions, parce que c'est marqué qu'il y a une personne référente, c'est surtout pour le téléphone en fait, parce que quand les gens viennent, bien évidemment qu'il n'y a pas qu'une personne, on donne des nouvelles aux différents proches, mais c'est plutôt pour le téléphone qu'on demande d'avoir un référent. Et puis c'est pareil, on est resté, parce que sur la limitation, c'est des choses qu'on est beaucoup en train de discuter, mais on a tendance à très facilement ouvrir à plus. Alors, bien évidemment dans les situations de fin de vie, hein, où il n'y a aucun souci, mais même en fonction de la situation des familles, on n'est pas non plus... voilà, le message, c'est que c'est pas non plus... faut laisser les gens se reposer et leur préserver l'intimité, mais on n'est pas non plus archi strict là-dessus. Voilà, au contraire. L'ouverture 24-24 a vraiment permis, au contraire, vraiment de faire un échange avec les familles plutôt que de restreindre complètement. Et puis c'est vrai que c'est des choses en discussion. Ouais.
Dans la salle, est-ce que vous avez des réactions, des retours, votre propre expérience? Enfin, voilà, on a beaucoup de temps pour parler, donc c'est intéressant que justement que ça ouvre sur vos expériences que vous faites, des retours par rapport à ce qu'a présenté Jean-Marie. Voilà, on vous laisse la parole. Bonjour, je suis Aurore Henri à Chalon. Alors on est ouvert aussi 24/24 depuis un petit moment et on ne trouve que du positif à cette ouverture 24/24. Il y a moins de stress de la part des familles qu'on fait attendre des fois longtemps, donc c'est génial. Et j'ai adoré votre film. Ça nous donne plein d'idées et je suis sûre que les familles vont avoir un retour positif par rapport à ça. Ma question, elle était, si j'ai bien compris, les familles vous contactent via un interphone quand ils arrivent. Comment vous, dans les soins, vous gérez ce contact avec les familles? Où arrive cet interphone en fait? Sur un interphone aussi, sur des téléphones? Merci déjà. L'interphone, il arrive juste à côté de notre centrale, en gros, c'est sur les bureaux. Le service, on a les bureaux au centre et les chambres qui sont tout autour. Et au centre, il y a notre interphone qui est à cet endroit-là. Donc, dans tous les cas, même si on est dans un soin, il y a quelqu'un qui doit se détacher pour aller répondre à cet interphone. Et après, s'il n'y a pas de réponse, il est renvoyé sur les téléphones. Okay. Donc les téléphones, on les a pas dans les poches non plus, mais des fois, ça peut sonner à l'interphone, on l'entend pas, le téléphone va sonner derrière. Très bien, merci. Parce qu'en fait, notre entrée, elle donne directement sur l'extérieur, en fait. Et effectivement, les visites 24/24, il n'y a que du positif, surtout qu'avant, c'était très restreint. Je ne sais pas comment vous fonctionnez tous, mais des fois, c'était des plages horaires de 4-5 heures. Et il suffit qu'on ait un soin à faire à ce moment-là qui dure 1, 2, 3 heures. Du coup, la frustration des familles qui se sont détachées pour arriver à ce moment-là, on leur dit qu'ils pourront rentrer à ce moment-là. Et au final, on leur dit que non, ils vont devoir patienter. Ça engendrerait beaucoup de frustration et d'agacement de la part des familles. Du coup, moi j'ai une question aussi, c'est on tend tous, je pense, à ouvrir nos services 24 heures sur 24 justement pour limiter cette frustration aussi et améliorer nos relations avec les familles. Mais comment on passe du coup justement cette réticence, parce que moi c'est ce que j'entends encore beaucoup dans mon service, comment on passe la réticence des collègues, comment on leur explique quels mots on trouve pour que ça puisse fonctionner et qu'ils adhèrent à l'idée, ouais. J'allais dire on les force un petit peu aussi, mais non, l'essentiel c'est, nous je pense que c'est l'audit qui nous a permis en fait de recenser un petit peu déjà les craintes, et une fois qu'on a évalué les différentes craintes, et ben on a essayé de répondre à chaque problématique. La problématique d'être envahi toute la nuit, etc. La problématique de ne plus avoir la main sur les visites, toutes ces problématiques, il faut y répondre au cas par cas. Et montrer aussi qu'ailleurs ça fonctionne, parce qu'au final il y a beaucoup d'endroits où c'est déjà mis en place et ça se passe très très bien et les retours sont tous positifs, que ça soit de la part des familles et des soignants. Donc il faut vraiment tabler sur que du positif, et après il faut pas forcer la main, mais il faut l'essayer et après ça sera vite adopté. Je vous le souhaite en tout cas. C'est vrai qu'on leur explique aussi à l'oral que le matin, ils peuvent venir, mais que c'est pas forcément le meilleur moment parce que c'est quand même là où il y a le plus de soins et que donc s'ils ont la possibilité de voilà, s'il n'y a qu'à ce moment-là qu'ils peuvent venir, on les laisse venir bien évidemment, mais on essaye de leur dire que c'est plutôt mieux de venir soit l'après-midi, soit le soir. On les incite même quand ils travaillent à venir le soir parce que c'est absolument pas dérangeant. Et en fait, la nuit, on se rend compte, à part quand il y a des enfants, tout ça, bien évidemment, mais enfin des jeunes, mais on a quand même finalement peu de visites la nuit, quoi. C'est ouvert, ils savent qu'ils peuvent venir, mais en pratique, enfin, on est d'accord, hein, Jean-Marie, il y en a très peu en fait. Hein. Enfin, je parle la nuit en nuit profonde. Hein. Il y en a dans la soirée, mais en nuit profonde. Donc finalement, en fait, les visites, elles sont pas très différentes de ce qu'on avait avant, mais par contre les gens sont rassurés parce qu'en fait ils savent qu'ils peuvent venir n'importe quand, quoi. Mais au final ça change pas tant que ça les horaires de visite. Je dis pas, on est d'accord, hein, Jean-Marie? Oui, oui. Ouais. Mais il y a une éducation en fait. Il y a le fait aussi qu'on échange beaucoup. On leur explique aussi que le matin on risque d'être dans les soins, etc. Donc il y a une éducation par rapport à ça qu'ils entendent très facilement. Et en général, même s'ils venaient et qu'on avait des soins à faire, du coup vu qu'ils ont plus de limite de temps, ils comprennent le temps d'attente, le soin, et ils comprennent aussi que eux derrière ils auront leur temps à eux aussi, donc je trouve que tout le monde y gagne. Et effectivement, on n'est pas du tout envahi la nuit par des familles qui veulent rester non-stop. Et s'il y a des problèmes, des fois, ce qui peut arriver, tout n'est pas tout rose, mais s'il y a des problèmes avec des familles, on les aurait eu même en ayant parlé des ouvertures 24/24, faut être honnête. Juste avant de prendre la prochaine question, juste un petit vote à main levée. Qui a les visites 24 heures sur 24 là, dans sa réanimation? Ouais.
ça commence à C'est devenir quand même une bonne. majorité, mais c'est pas encore tout le monde, effectivement. Je sais qu'après le Covid, il y a certaines réanimations qui sont revenues en arrière et qui n'ont pas forcément retrouvé leur visite 24/24, mais... Le Covid a fait pas mal de mal là-dessus aussi, et je pense que c'est sûr, ce qui a lancé notre groupe, c'est aussi ça, c'est un peu le traumatisme du Covid où il n'y avait plus de visites, plus rien qui se passait, et c'était quand même très particulier pour les proches et les familles. Il y a même des groupes de réanimation proches là, qui se sont formés justement après le Covid en réaction à cette interdiction de visite là, qui était extrêmement mal vécue, ce qui montre bien l'importance pour les proches des visites. Et du coup, il y avait une question, je crois, devant. Bonjour, Thierry Comte, ex-Réa Mâcon, ex-Réa Chalon, ayant migré à Montluçon. Donc ça fait du bien de revoir un peu toutes ces structures. Bon, déjà, je voulais vous remercier pour la qualité de ce travail. Je voulais faire une remarque générale et puis ensuite poser quelques questions. En remarque générale, je voudrais qu'insister sur le bien fondé de bien conduire la communication avec les familles en réanimation. Je suis au sein de mon hôpital aussi médiateur. Et c'est quand même très intéressant de voir que les dossiers qui remontent en médiation, heureusement on n'en a pas trop en réanimation, mais les dénominateurs communs, c'est qu'on a un manque de partage et de communication avec les familles sur le projet de soins, le projet thérapeutique et, on va dire, le projet de vie. Et à chaque fois, c'est ce qui amène les familles en médiation, voire faire des plaintes. Pour notre part, sur Montluçon, on insiste beaucoup là-dessus. On a une grosse culture autour de la loi Leonetti, sur l'accompagnement, sur le partage de ces communications. Alors je ne sais pas comment vous faites chez nous. Vous avez parlé de personnes référentes dans la famille. Nous, on a décidé qu'il y avait aussi un médecin référent par patient. Bien sûr, le médecin n'est pas là tous les jours. Le projet étant bien conduit thérapeutique au sein de l'équipe soignante, tout le monde est interchangeable, mais il reste néanmoins pendant tout le séjour un médecin référent qui sera au fil du temps privilégié dans les communications avec cette famille, qui se fait toujours sur le même modèle. Le médecin, l'infirmier, l'aide-soignante, et puis parfois d'autres, le kiné, parfois si c'est important, et parfois d'autres médecins de l'hôpital lorsqu'on est dans des histoires oncologiques, etc. Parce que on sait tous ici que les histoires oncologiques, les projets de soins sont souvent, et les projets de vie sont souvent assez défaillants. Les questions, c'est est-ce que vous avez une attitude particulière vis-à-vis des portables ? Parce que nous, on a retrouvé des images sur Facebook, sur les réseaux sociaux, et notamment pendant le Covid, c'était un peu la fête. Ça, je ne sais pas quelle attitude vous avez. Tu veux dire des images des entretiens ? De quoi ? Oui. Non, pas les entretiens. C'est-à-dire que les familles rentrent avec leur portable, filment l'environnement, filment un petit peu tout ce qui se passe, voire même te mettre des notes, puisqu'on est dans cette bêtise à l'état général. Mais on en est là un petit peu. Donc nous, on a interdit évidemment les portables. Et puis pour les patients et pour les familles, sous réserve de, si besoin, et si on voit que tout est bien cortiqué et bien partagé, ils peuvent accéder à ça, bien sûr. Et la deuxième question, c'est par rapport à ce médecin référent. Voilà, je ne sais pas si vous fonctionnez comme ça ou pas. On en a parlé. J'avoue que effectivement, on s'était dit que ce serait une bonne chose. Et puis, c'est vrai que pour le moment, on s'est dit que c'était compliqué à mettre en œuvre parce qu'effectivement, les plannings font que c'est pas toujours le même. Enfin voilà. Donc, on n'a pas de médecin référent pour le moment. Mais c'est vrai que c'est une chose qu'on avait abordée en se disant que ça pourrait être une bonne chose, mais on n'a pas bien réussi à trouver comment faire pour que ce soit effectif en fait, quoi. Donc voilà. La problématique étant aussi la durée de séjour. Du coup, les médecins pouvant être là au tout début et sont pas là peut-être au moment les plus importants aussi. Du coup, c'est vrai que c'était un peu ce qui avait freiné l'idée.
Je crois que c'était ça un petit peu. C'est une problématique qu'on a réfléchi, on n'a pas trouvé la bonne, du moins comment adapter sa réponse. Et du coup, les références chez vous, c'est interservice, c'est-à-dire si le patient est en réanimation, le référent, ça peut être un oncologue ou quelque chose comme ça? Non. Ah, pardon. Ouais. Non, c'est un référent des médecins du service, j'imagine. Ouais. Ouais. Alors nous, les portables, j'avoue que on n'a pas eu de soucis avec, du moins pas. Enfin, c'est déjà arrivé qu'il y ait des gens qui veulent nous enregistrer, mais c'est quand même à la marge. Et puis par contre, pour les patients, ceux qui sont conscients, ça me paraît compliqué d'interdire parce que c'est quand même un autre lien avec l'extérieur. C'est quand même souvent qu'ils communiquent avec des proches qui sont pas forcément à côté, qui viennent pas en visite. Je trouve que c'est compliqué de leur interdire. Ouais, c'est. Enfin, j'avoue que. C'est pas une à la rigueur, sur la famille, bon, s'il y a des soucis, je peux l'entendre, mais sur les patients, ça me paraît compliqué. Au contraire, on a plutôt tendance à les faire ramener. Quoi. Donc, voilà. C'est pas un peu mal vécu d'ailleurs d'interdire les portables, Thierry? Non, écoute, on a expliqué un peu voilà, tout est là en fait. Hein, quand tu expliques tout et que tu prends le temps et de le faire de façon régulière. Bon, généralement, tout se passe plutôt bien. Hein, c'est déficit de communication. Enfin, vous voyez l'état des lieux des hôpitaux français actuels. On se transforme en usine, en technicien, et il ne faut pas oublier ce rapport d'empathie et de bon soin, quoi. Et ça fait partie, à mon sens, du bon soin. Alors, pour répondre à l'histoire du médecin référent, c'est bien un médecin réanimateur au sein de l'équipe. C'est celui, globalement, souvent, qui fait l'entrée. Et qui reste référent sur tout le séjour, référent vis-à-vis de la famille, puisque en fait il aurait eu le premier contact avec la famille. Alors autant que force peut, bien sûr, quand il n'est pas là, etc. En tout cas, le projet thérapeutique, il est commun à toute l'équipe médicale et paramédicale. En son absence, les gens, bien sûr, prennent des décisions, etc. Mais dans des décisions parfois éthiques. Si le médecin référent n'est pas là, par exemple, lors d'une réunion d'engagement thérapeutique et limitation de soins, l'équipe aura l'élégance de l'appeler. Et on a un groupe WhatsApp à côté qu'on a intitulé les bus de Réa, d'ailleurs. Hein, voilà. Mais sur ce groupe, en fait, on communique aussi pas mal. Et moi, c'est m'est arrivé aux vacances qu'on me demande ce que je pensais du projet thérapeutique, etc. Tu peux répondre, ne pas répondre, mais en tout cas, voilà, c'est un peu l'esprit. Okay. Pourquoi ? Parce que les familles sont quand même souvent rassurées de voir le suivi et d'avoir un seul interlocuteur. Voilà, on demande aux familles cet effort-là, on essaye d'y répondre aussi de notre côté. Merci. Je crois qu'il y avait une intervention à ma gauche. Oui, bonjour. Donc Rachel, je suis cadre en réanimation en MIR à Strasbourg. Nous, on est H24 depuis maintenant 2 ans. Alors, bravo pour tout ce que vous avez fait. Nous, il nous manque encore la vidéo, on va s'y mettre. Et par contre, pour illustrer un peu les temps comment on gère un peu la vie du patient, on a fait une horloge et on a identifié les temps d'examen, de soins, tout ça, sous un code couleur. On n'interdit pas les visites, mais on leur montre vraiment que là, il y a des plages qui seront plus propices à la visite. Et donc, effectivement, je pense que ça donne une information supplémentaire aux familles. Et par contre, je rejoins les propos de monsieur aussi en disant que les problèmes qu'on peut rencontrer avec certaines familles, on les aurait eu de toute façon si on n'avait pas ouvert H24, quoi. Donc voilà, en tout cas, merci pour votre travail. Bravo. Merci. Je ne sais pas s'il y avait une autre question. Ah oui, au fond. Bonjour, Marion Chung, je suis un des médecins d'Annonay. Du coup, en fait, ma question, c'était par rapport aux psychologues. Nous, on a 0,1 équivalent temps plein dans l'hôpital et du coup, pas du tout dédié à la réanimation. Vraiment, ce 0,1 équivalent temps plein, c'est plutôt nous qui faisons office de psychologue. Et ma question, c'était, est-ce que vous avez formé des infirmiers, des médecins pour l'accueil spécifique des patients qui pourraient faire office de psychologue si vous n'avez pas d'équivalent temps plein ?
ou de temps dédié? Alors, on a une psychologue qui a du temps dédié sur le service et qui est très présente et avec laquelle on peut communiquer très régulièrement, soit en lui laissant des messages, et du coup elle sait quelle famille voir et comment intervenir. Mais c'est vrai que nous, sur l'hôpital, je ne suis pas sûr que les médecins soient formés là-dessus. Nous, au niveau paramédical, non. Bon, on est plusieurs à avoir été formés à la communication, à avoir suivi des communications, des formations pour la communication, mais en l'occurrence, il se trouve que, alors ça a été de lutte, ça n'a pas toujours été, mais maintenant on a quand même une psychologue qui est à mi-temps, donc c'est vraiment, c'est un plus, en plus elle est super, donc et il se trouve que son autre mi-temps est en pédiatrie, donc pour l'accueil des enfants c'est quand même extraordinaire, quoi. Elle est vraiment très très bien. C'est vrai qu'en particulier, on va en reparler, mais nous pour l'accueil des enfants on essaye de les faire venir à un moment où elle peut être là. Ouais, c'est pas toujours possible, mais voilà, autrement elle les revoit après. Donc c'est vrai que vous avez raison, être formé à la communication, parce que même quand on veut très bien faire, on sait que des fois on ne fait pas bien, donc c'est très important la formation en communication. Mais par contre, il se trouve qu'on a une psychologue très présente. On a maintenant cette chance. On n'a pas toujours eu, mais on a maintenant cette chance. Et on a la chance qu'elle soit vraiment disponible et vraiment très investie aussi. Donc elle voit les patients, les familles et le paramédical. Je ne sais pas trop avec le médical si elle discute beaucoup, mais nous, c'est vrai qu'elle vient souvent nous voir aussi pour échanger, même sur nos ressentis. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de chance de ce côté-là. Super. Et merci pour le film. Merci. Très intéressant et inspirant. Merci. Pardon. Bonjour, Virginie Butin, donc je suis psychologue en réanimation à Chambéry. Je prends la parole puisqu'il y a un décret qui est passé pour normalement la présence des psychologues dans les unités de réanimation. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être défendu au niveau de la direction des hôpitaux. Donc je vous encourage peut-être à voir au niveau de cet argument-là. Après, il y a une association aussi qui s'est montée de psychologues en réanimation et qui est présente à la SRLF chaque année lors du congrès. Donc pareil, essayer de voir comment argumenter. Je suis régulièrement sollicitée justement pour savoir comment argumenter, comment justifier auprès des directions le poste de psychologue en réanimation, ses spécificités et les nécessités justement pour accompagner justement les enfants en réanimation, les familles et voilà, que ce soit, parce que c'est compliqué de dégager du temps pour les soignants, pour vraiment accompagner les familles, et je pense que c'est indispensable. Et je pense qu'il y a certaines choses qui sont vraiment de votre rôle plus que d'une autre et que vous avez vraiment votre part entière dans la prise en charge. Bonjour, je suis Fanny, je suis infirmière à Versailles avec Karine en réanimation, et nous on a la chance d'avoir réussi à sortir une infirmière de l'effectif, Karine, qui est infirmière care et qui du coup est totalement dédiée à l'accueil des familles, des patients. Voilà, quand nous, on est trop occupés, enfin voilà, qu'on a plutôt la part technique à gérer, ben elle peut gérer tout ce qui est angoisse et stress à côté. Je sais pas si tu veux. Non, ben c'est vrai que c'est un vrai plus du coup dans le service, c'est un projet que j'ai initié depuis 7 ans, et la direction a bien voulu accepter la mise en place de ce poste. Donc je travaille en binôme avec la psychologue du service qui est là à mi-temps, et c'est vrai que j'ai effectivement des missions d'accompagnement auprès des familles, et voilà, c'est plus des équipes soignantes. Du coup, j'ai fait des formations autour de la communication. J'ai fait aussi un DU de soins palliatifs et accompagnement. Ça m'a permis d'avoir des ressources que je peux transmettre aux collègues. Voilà. Comment vous appelez ce poste, infirmière ? Je suis infirmière care. Care ? Ouais. Comme en anglais, CR, quoi. Ouais, okay. C'est ça. En fait, je voulais faire ressortir le prendre soin dans ce poste. Et du coup, j'ai choisi l'acronyme CARE qui veut dire coordination, accompagnement, ressources, enseignement. Voilà. Ok. Et c'est pour les familles et pour les patients aussi ? Alors en fait, j'ai des missions auprès des patients. Donc auprès des patients, je me suis formée à l'hypnose. Je suis praticienne aussi en relation d'aide au toucher massage et à la sophrologie. Du coup, on me sollicite pour les patients qui sont anxieux ou pour proposer la prise en charge de la douleur par des thérapies
alternative, on va dire. Donc ça, c'est mes missions auprès des patients. Après, donc, je fais aussi de l'accompagnement des patients, enfin, de la relation d'aide avec la psychologue. Du coup, on travaille beaucoup ensemble. Et donc, auprès des familles, je m'occupe de l'accueil, de la visite des enfants, la création du livret d'accueil, ça fait partie du projet aussi. Et puis, je participe aux réunions d'éthique. Et avec les soignants, je suis plutôt ressource dans les situations complexes, les situations de fin de vie. Voilà. Et puis, je travaille aussi avec les soignants pour améliorer la qualité de vie au travail. Donc, tous les mardis, je fais des séances de massage aux soignants. Voilà. Tout le monde va vous embaucher. On fait... Oui. On fait aussi, une fois par mois, on fait avec la psychologue, on a mis en place les cafés partage. Donc c'est... voilà, on prend un temps avec les soignants pour parler des situations complexes, des situations qui nous ont posé question. C'est vraiment un temps de partage et d'échange, sans forcément trouver de solution, mais en tout cas un espace où on peut échanger. Oh, super intéressant, voilà. En tout cas. Vous savez si ça existe ailleurs ou il n'y a que... Vous avez déjà rencontré quelqu'un qui a un peu les mêmes tâches que vous dans un autre hôpital ? Du coup, non, je crois que je suis la seule. C'est la première fois que j'entends ça. Voilà. Dans l'assistance, quelqu'un a connaissance d'un autre poste de ce type-là ? À Chambéry aussi, alors ? À Annonay, pardon. Et vous connaissez quelqu'un peut-être à Strasbourg, ok. Donc en tout cas, oui, je pense que c'est vraiment une chance d'avoir ce type de poste, clairement. Je disais, c'est à Strasbourg, mais c'est pas forcément une infirmière qui est dédiée. Ils ont mis en place un projet qui s'appelle Café Réa et qui permet d'échanger entre soignants, qui est d'ailleurs hyper intéressant aussi à lire. Ok, merci. Moi, juste un petit commentaire et question pour l'équipe de Mâcon. Là. Donc, félicitations pour ce travail qui est un gros travail et qui, à mon avis, est très très utile pour les familles. Merci. Donc, bravo. Et ma question, c'est est-ce que ça rejoint d'autres interventions dont on a entendu parler, c'est quel est l'impact finalement au niveau des familles, et est-ce que vous avez prévu de faire un travail de recherche pour essayer d'avoir des indicateurs de l'efficacité ou de l'impact en tout cas chez les familles, et notamment via votre questionnaire de satisfaction là, qui a l'air très bien fait. S'il était disponible avant, vous pourriez regarder avant-après peut-être quel est l'impact de toutes ces mesures. Je pense que pour le moment on n'a pas de recul, ça fait vraiment qu'un mois que c'est en place, du coup on n'a vraiment pas de recul, on n'a pas eu, enfin en tout cas pour ma part et quand j'en ai parlé avec mes collègues apparemment non plus, on n'a pas eu un retour en nous disant tiens dans le film il y a ça ou il y a ci. Je pense que ça se fera peut-être pas sous cette forme, ça sera plus, je sais pas, le journal de bord, du coup on va peut-être parler plus spontanément du journal de bord. Ou des choses comme ça. Après, effectivement, dans le questionnaire satisfaction, là, c'est pas très beau satisfaction parce qu'on n'est pas là non plus pour satisfaire tout, mais un petit peu quand même. Ouais. Mais du coup, dans ce questionnaire-là, on va mettre une partie où on va parler de cette vidéo et on verra aussi la différence sur les réponses au niveau du questionnaire aussi, si ça a joué sur les réponses, s'il y a des choses qui vont être dites en supplément ou pas. On leur demande par exemple s'ils ont connaissance du journal de bord, s'ils ont eu le livret de famille, des choses comme ça. Et on verra si sur le pourcentage de questionnaires qu'on a, si les valeurs montent en relation avec le film. Ouais, je pense que ce sera important de valoriser ça par un travail de recherche. Déjà pour vous, pour l'équipe, et puis aussi pour d'autres réanimations, pour pouvoir argumenter le fait que c'est utile et qu'il faut obtenir des financements pour ça. Je pense que c'est vraiment important, quoi. En tout cas, bravo, et c'est vraiment un beau travail.